Et ben donc c'est à Monsieur Jean-Christophe Lesage de me rejoindre. Merci Jerry. Donc, bonjour à tous, je me présente rapidement. Donc, Jean-Christophe Lesage, je dirige le bureau d'études Hydrosol. Donc, on est un bureau d'études en hydrologie, on existe depuis une trentaine d'années et on travaille dans trois grands domaines: l'assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et tout ce qui est hydrogéologie, forage, nappe, etc. Donc, tout ce qui tourne autour du petit cycle de l'eau. Et on est donc une quinzaine de personnes on va dire basées Cavaillon, Nîmes et en franchise à Valence. Je en parlerai un petit peu. Donc là, je vais faire un petit focus sur la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Donc, tout d'abord, la gestion des eaux à la parcelle. De quelles eaux on parle? Donc, il y a les eaux de pluie, évidemment. Donc, c'est les eaux de pluie qui tombent, qui tombent du ciel, qui arrivent quelque part. Tant qu'elles n'ont pas touché le sol, on reste sur des eaux de pluie. Quand elles commencent à ruisseler, on est sur des eaux de ruissellement. Et la différence, c'est qu'elles vont commencer à se charger en matière en suspension et en différents éléments qui peuvent les contaminer, nécessiter des traitements particuliers et qui peuvent également, je dirais, provoquer des désordres ou des inondations. Quand on va parler d'eau, puisqu'on va aborder la problématique de la gestion des eaux et de la récupération des eaux. Un petit focus sur les usages de l'eau, je dirais aujourd'hui sur un volume moyen de 150 litres par personne qui est utilisé en assainissement ou en consommation moyenne. L'essentiel de ces eaux là, qui se décomposent en moyenne journalière, je dirais comme ça montre qu'il y a pratiquement 85 litres par jour qui ne sont pas des eaux qui n'ont pas la nécessité d'être potables. Donc sur l'essentiel de la consommation journalière, on peut utiliser des eaux non potables pour faire des économies d'eau potable. Et dans un contexte de ressources un peu contraintes, c'est quelque chose d'assez important. Que dit la réglementation aujourd'hui? Je dis bien aujourd'hui. Aujourd'hui, la réglementation des eaux pluviales, elle est définie essentiellement et d'abord par le Code civil. L'article 640 qui est assez important, qui dit que les eaux qui tombent, elles tombent chez nous et elles doivent ruisseler vers l'aval, et le propriétaire de l'aval ne peut pas empêcher qu'elles y arrivent, ne peut pas faire des digues, ne peut pas faire des murs pour empêcher que les eaux de dessus arrivent chez lui. Et le propriétaire du dessus ne peut pas non plus les canaliser ou les diriger ou en faire quelque chose pour aggraver la servitude du fond en dessous. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on reste sur un ruissellement naturel, un fonctionnement naturel, les gens ne peuvent pas se plaindre qu'il y a de l'eau qui arrive, puisque c'est normal. Par contre, dès l'instant que la main de l'homme les détourne, à ce moment-là, on change les conditions, on aggrave potentiellement le risque. Et il y a des choses à faire, et dans les choses à faire, ça va être d'essayer de gérer ces eaux au mieux. Et sur le volet de récupération des eaux de pluie, l'article 641 du Code civil dit que le propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent chez lui. Donc légalement, on peut collecter ces eaux pluviales et les utiliser. Ça, c'est une réglementation un peu générale. Après, à l'échelle de la commune, il y a tout un tas de réglementations. Donc, le plan local d'urbanisme qui peut imposer, je dirais, des choses, des gestions des eaux à la parcelle, des autorisations de rejet ou des interdictions, des prescriptions particulières. Les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales aussi qui commencent à se développer peuvent également, je dirais, rajouter une petite couche réglementaire et technique sur cette gestion. Et puis les eaux de pluie qui provoquent du coup des ruissellements et des inondations vont également intervenir dans tout ce qui est les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation. Donc il y a bien un volet sur tout ce qui est rivières et fleuves qui débordent, les inondations liées à ça, mais il y a également la prise en compte des eaux de ruissellement qui peuvent provoquer des dégâts à l'échelle de quartier, mais même plus simplement de propriétés. Et sur le dernier volet de réglementation, donc il y a des réglementations sur les usages d'eau de pluie. Et donc ce que l'on peut faire dans l'état actuel de la réglementation, on peut donc arroser ou irriguer des végétaux sur la parcelle sans aucun souci. On peut alimenter les WC. On peut, dans certaines conditions bien particulières, la réutiliser pour laver le linge. Et c'est des conditions particulières parce que clairement, normalement, c'est pas en contact avec le corps humain.
donc le linge, etc. Voilà. Et sinon, pour des usages extérieurs autres que l'arrosage, type laver la voiture ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Alors, quand on va étudier la gestion des eaux de pluie, de manière générale, il va y avoir trois grands domaines, trois grandes approches. Une première approche qui peut être de compenser l'imperméabilisation, qui sera une approche soit réglementaire parce que le PLU impose de compenser la construction et donc de gérer ça, ou ça peut être une autre possibilité qui est de dire finalement je suis en bas du vallon, est-ce que je risque pas de m'inonder en faisant mon projet ou m'inonder moi ou inonder mes voisins. Donc à ce moment-là, l'objet ça sera de réduire un risque d'inondation ou de régler le ruissellement. Ou sinon, il peut y avoir un autre usage qui est de récupérer les eaux de pluie pour en faire quelque chose, sachant que ces trois approches peuvent être complètement intégrées et on peut tout à fait compenser l'imperméabilisation en récupérant une partie de l'eau de pluie pour en faire quelque chose, parce que tant qu'on va faire des ouvrages, on peut essayer de s'en servir. Alors, si on veut compenser l'imperméabilisation et étudier l'eau de pluie à la parcelle, on va devoir déterminer à l'échelle d'une parcelle, on va dire le bassin versant. Donc le bassin versant, c'est vraiment un endroit, là je l'ai dessiné à l'échelle de vallon, mais même à l'échelle d'une propriété, c'est un peu la même chose, c'est déterminer en fait compte, quand il pleut, où tombent les eaux, où est-ce qu'elles vont, comment elles s'écoulent, et d'où elles viennent. Et ce qui fait que ça va permettre de déterminer des surfaces qui sont collectées et qui nous serviront ensuite par la suite sur les calculs. Quand on est dans un milieu urbain et très entreprisé, le sol il va avoir une pente, mais les murs de clôture vont induire des choses, les trottoirs, les voiries vont peut-être collecter des eaux de venant très loin. La petite propriété qui est en bas de l'impasse qui collecte la moitié de la colline, elle peut se retrouver quand il pleut très fort avec un lac et c'est quelque chose qu'il va falloir au moins identifier. Et donc sur un bassin versant, on va regarder tout ça et donc caractériser les surfaces, les types de surfaces. Est-ce que c'est plutôt imperméable, plutôt perméable, est-ce que ça ruisselle fort ou pas, c'est quoi les pentes, c'est quoi vraiment les longueurs la longueur que va parcourir la goutte la plus loin, la longueur hydraulique, le temps de concentration, en combien de temps ça va arriver, et tout ça serviront par la suite pour des calculs dans lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Un petit exemple pour illustrer, je dirais, sur un côté bassin versant sur une propriété, tel que c'est défini. Si on se contente de l'habitation et qu'on veut travailler qu'à l'échelle de l'habitation et de la toiture, c'est une possibilité. Mais si on regarde un peu plus en détail, finalement, cette propriété, les flèches bleues, ça montre un peu les écoulements. Elle prend quand même des eaux d'un peu plus haut de la colline parce que ça passe chez elle. Elle en prend un peu par endroit et puis d'autres endroits, ça vient pas. La pente, elle est globalement par là, et ça veut dire que de temps en temps, l'eau, quand elle va suivre des chemins, elle va être détournée, elle va arriver là. Il va falloir qu'on comprenne comment elle fonctionne pour pouvoir, je dirais, en faire quelque chose. Et je reviendrai sur cet exemple un peu plus tard. Et dès l'instant qu'on veut compenser l'imperméabilisation, c'est-à-dire que globalement, ce qui est demandé, et sans rentrer dans les détails très techniques, généralement on va utiliser la méthode des pluies, c'est-à-dire qu'à partir, la courbe en rouge, c'est la hauteur de pluie qui va tomber sur la surface que l'on a définie dans notre bassin versant, qui va se traduire, donc une hauteur de pluie multipliée par une surface, ça va nous donner un certain volume. La barre bleue, ça va être le débit de fuite de l'ouvrage ou de l'endroit que peut accepter l'endroit vers lequel on va envoyer ces eaux. Donc en général, ça forme une droite parce que c'est linéaire, c'est souvent un tuyau ou ça peut être de l'infiltration, une perméabilité qui va nous dire ça s'infiltre à telle vitesse ou ça s'évacue à telle vitesse, et qui va nous donner donc du coup un volume au cours du temps. Et la différence entre les deux, ça va être la partie volume à retenir, à tamponner, pour ne pas saturer complètement l'exutoire et le système d'évacuation. Donc c'est à partir de là qu'on va déterminer des bassins de rétention. Et donc là, ça induit des rétentions tampons qui sont vraiment liées complètement à la surface. Donc c'est pour ça que la partie bassin versant, ou savoir de quoi on parle, c'est important. Si on s'arrête aux toitures et qu'il y a 200 m² de toiture, c'est une chose. Si on doit collecter 200 m² de toiture, plus 300 m² de propriété, plus 2,5 hectares de colline, ça ne sera pas la même chose.